Comment mettre en action mes élèves dans leurs apprentissages? Comment motiver mes élèves et les rendre plus autonomes? Comment leur donner envie d'apprendre? Ce sont des questions que beaucoup de professeurs se posent quand ils sont face à leur classe. Et dans cet épisode, nous avons voulu vous parler d'un sujet en particulier, l'auto-apprentissage, et plus particulièrement d'un projet, le projet A-Cube. On vous laisse découvrir tout ça dans la suite de l'épisode. Bonne écoute! Bienvenue dans l'heure de fourche, le podcast animé par le secrétariat général de l'enseignement catholique. Si vous êtes acteur de l'enseignement et à la recherche de témoignages inspirants, de conseils, d'outils et d'actualités, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à être inspiré par l'heure de fourche. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre tout premier épisode de la saison 2 du podcast L'heure de fourche. On espère que vous avez passé de très très bonnes vacances et on est très heureux de commencer une nouvelle saison du podcast. Pour nous, c'est aussi un petit peu la rentrée des classes. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée d'Arnaud. Comment tu vas ? Eh bien, je vais très bien, Victoria, merci. Je suis ravi aussi de démarrer cette deuxième saison, de retrouver les auditeurs et de peut-être faire un tout petit rappel de ce qui va changer pour eux cette saison-ci du podcast L'heure de fourche. C'est-à-dire que maintenant, un épisode égale un sujet, et pas plus deux comme lors de la première saison. Et entre deux épisodes, il y en a 2 par mois, mais entre ces 2 épisodes-là, il y a un 3e petit épisode bonus qui est la rubrique Bon plan de Déborah, qui va être finalement un épisode à part entière. Merci pour ce rappel Arnaud, comme ça tout est clair et vous êtes au courant des nouveautés pour cette saison 2. On a plein de sujets prévus pour cette saison 2 et pour commencer la saison, on s'est penché sur un sujet bien précis, il s'agit de l'auto-apprentissage. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce terme et est-ce que tu sais ce que c'est ? J'entends auto et apprentissage, donc je me doute plus ou moins de quoi on va parler, mais non, je ne saurais pas, si tu me demandes maintenant de moi-même l'expliquer, ça ne va pas aller, non. Donc on va le découvrir tout de suite. C'est parti. Nos 2 invités aujourd'hui vont nous expliquer plus en détail ce qu'est l'auto-apprentissage et nous parler des bénéfices de cette pratique dans le cadre d'un projet, le projet A-Cube. Et donc Arnaud, qui sont nos invités dans cet épisode ? Eh bien Victoria, aujourd'hui on accueille Sylvie Delbrouck qui est chargée de formation à l'IFEC, donc pour rappel c'est l'Institut de formation de l'enseignement catholique, à la cellule de l'enseignement secondaire. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et on accueille également Pauline Lombard qui travaille à la cellule de soutien et d'accompagnement de l'enseignement secondaire pour le secteur français. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'auto-apprentissage et du projet A-Cube mis en place par l'IFEC. Avant d'aller plus loin et d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs en quoi consiste ce que c'est l'IFEC d'une part et ce que c'est la cellule de soutien et d'accompagnement, ce qu'on appelle la CSA du CEGEC. Sylvie. Donc l'IFEC, c'est l'Institut de la formation de l'enseignement catholique. Il existe depuis 2 ans maintenant, je pense. Anciennement, c'était le CECAFOC pour le secondaire et la FOCEF pour le fondamental. Et puis les deux organismes ont été regroupés dans l'IFEC. Également avec la promotion sociale et tout ce qui est centre PMS, pour former un grand institut de formation associé au CEGEC. Okay. Et du côté de la CSA, Pauline ? Alors la CSA, c'est la cellule de soutien et d'accompagnement du réseau catholique, donc du CEGEC. Alors nous sommes une équipe d'environ 110 enseignants et directeurs formés à l'accompagnement. Notre défi est de répondre au mieux aux besoins des 320 écoles de notre réseau dans une période de grands changements. Il y a 4 grandes sphères donc dans la CSA. Les conseillers au pilotage, les conseillers aux pratiques pédagogiques dont je fais partie, les technopédagogues et les conseillers PK, donc pour le parcours d'éducation culturelle et artistique. Voilà, et on prévient déjà les auditeurs que la CSA, on va en parler un peu tout le long de cette année scolaire, donc que ce soit dans le podcast, dans Entrée Libre, sur les réseaux sociaux du CEGEC. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous savez où il faut y aller. Et donc, on va parler de auto-apprentissage dans cet épisode. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer c'est quoi, en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Alors l'auto-apprentissage, c'est le processus par lequel l'élève va apprendre seul, c'est-à-dire sans l'intervention de l'enseignant. Donc il va développer une certaine forme d'autonomie dans son apprentissage.
Alors, il est important de préciser que l'autonomie peut se développer. Donc, il va falloir travailler ça avec l'élève. L'autonomie, ça s'apprend. Il y a différentes manières de pouvoir percevoir l'autonomie selon les contextes, donc selon la tâche demandée à l'élève, selon la discipline concernée, selon le moment et selon les élèves eux-mêmes. Autrement dit, un élève va pouvoir être autonome dans une tâche bien précise et pas dans une autre, de même que certains élèves dans la tâche proposée vont être autonomes et d'autres élèves ne vont pas pouvoir faire preuve d'autonomie. En tant qu'enseignant, je pense que le petit premier pas qu'on peut faire, c'est vraiment expliciter ces exigences et ces attendus, ce qui va permettre déjà de développer une certaine forme d'autonomie chez ces élèves. Okay. Alors, on parle d'auto-apprentissage, mais est-ce que quand on parle d'apprentissage autorégulé, on parle bien de la même chose ou le terme est un peu différent? Alors, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que pour l'autorégulation, on va plus loin que l'auto-apprentissage. Okay. Donc, c'est vraiment, l'autorégulation, c'est vraiment prévoir dans son dispositif pédagogique un temps d'arrêt de régulation. On va permettre à l'élève de s'arrêter pour analyser ce qui se passe dans son apprentissage, ce qui fonctionne, ce qui dysfonctionne, lui laisser le temps d'analyser. Alors, on ne va pas le laisser analyser comme ça tout seul, on va lui apporter des outils. On va vraiment lui faire prendre conscience des stratégies qu'il peut mettre en place pour dépasser les difficultés. On va aussi se servir du groupe classe. Donc, on va favoriser la collaboration pour que les élèves puissent s'enrichir les uns et les autres et ainsi gonfler un petit peu leur boîte à outils, leur valise de stratégie métacognitive. La métacognition, c'est vraiment la capacité de réfléchir à son processus, aux processus mentaux qu'on va développer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la régulation peut se faire à tout niveau. Donc, c'est-à-dire, elle peut également se réaliser au niveau de la motivation. Donc, on va pouvoir aussi essayer de trouver des stratégies pour pouvoir se motiver. On va pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir traiter activement sa matière, pour pouvoir planifier, pour pouvoir mémoriser. Ce qui est vraiment intéressant avec l'autorégulation, c'est que c'est une boucle qui va vraiment être là tout le temps et pour toutes les facettes de l'apprentissage. Et donc, l'un va peut-être pas sans l'autre, alors où on peut faire deux choses de manière séparée, ou si je comprends bien, l'autorégulation demande aussi peut-être d'abord l'auto-apprentissage pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'autorégulation, ou pas spécialement? Pour moi, ça va de concert, en fait. C'est que l'autorégulation est amenée dans le processus d'auto-apprentissage. C'est quelque chose qui doit être à l'intérieur de l'auto-apprentissage. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, d'où vient le terme auto-apprentissage? Ça vient d'où? Quand est-ce qu'on a vraiment commencé à en parler? Alors, ça fait déjà quelques années que l'auto-apprentissage et que l'autonomie des élèves est vraiment dans les écrits au niveau des sciences de l'éducation. La métacognition est un terme dont on entend beaucoup parler, mais depuis des années. Donc, c'est vraiment la recherche qui a mis en avant l'importance de faire prendre conscience aux élèves de leur manière d'apprendre. Donc ça fait déjà quelques années. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du tronc commun, des nouveaux référentiels et du domaine 7, qui est apprendre à apprendre, c'est quelque chose qui va être de plus en plus prégnant, en tout cas dans les pratiques des enseignants. Okay. Et donc là, vous allez nous parler d'un projet en particulier. C'est le projet A-Cube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Le projet A-Cube, c'est un projet qui a été mis sur pied il y a quelques années. Donc, on a démarré en 2021 de vraiment lancer le projet auprès des enseignants. Avant ça, il y avait eu quand même une bonne année de réflexion et de construction du trajet avec Mireille Houard. Peut-être qu'on reparlera d'elle après. Oui, tu peux déjà nous la présenter ou nous rappeler, peut-être pour ceux qui la connaissent, qui elle est. Donc, d'où vient le projet? Comment est-ce que Mireille est arrivée jusqu'à nos oreilles? Elle était professeure dans une école de Scarbeck, professeure de sciences. Elle donnait cours à ses élèves et elle avait l'impression que ses élèves étaient passionnés, suivaient bien, etc. Et puis, une fois qu'était venu le moment de l'interrogation, bim, c'était la catastrophe et les résultats n'étaient pas du tout en adéquation avec ce qu'elle avait eu comme ressenti en classe dans son cours.
Donc elle a réfléchi à comment permettre aux élèves d'apprendre à apprendre, quels sont les processus qui manquaient. Elle a été chercheuse et professeure à l'UNAMUR, notamment pour des étudiants de première année. Donc elle les aidait à comment réussir, à voir comment réussir ma première à l'UNIF. Donc elle a beaucoup accompagné les étudiants de première par des cours de méthode, etc. Elle a effectué aussi plusieurs recherches pour l'UNAMUR. Et on a été mis en contact via Francis Littré, qui avait été son directeur quelques années. Donc Francis avait demandé que Mireille vienne présenter les objets de ses recherches. Et avec mes collègues chargés de formation, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de magnifique à mettre aux mains des professeurs et des élèves. Et donc, dans le secteur de la formation, c'était une bonne idée. Donc, on a travaillé de concert avec Mireille et on a construit le projet ACUBE. On l'a appelé projet parce que c'était la première année, c'était un pilote. On a un peu parié sur le fait que ça allait marcher. Et alors, on l'a appelé ACUBE parce que c'était l'idée des 3 A, donc apprendre à l'élève à être acteur dans son apprentissage, donc les 3 A. Et ce projet, c'est quoi ? C'est un trajet. Donc à l'IFEC, on construit des trajets et en collaboration avec la CSA. Et ce projet-ci est vraiment un des tout premiers à mettre en relation, à vraiment travailler de concert avec la CSA. Donc c'est aussi sa richesse. Donc un trajet, c'est quoi ? C'est un ensemble articulé de modules de formation qui sont étalés dans le temps autour d'une même thématique. Et on part sur... ils sont conçus de façon à permettre l'alternance entre les formations et les retours sur expérience menés en classe. Donc on a tout... À la suite des modules de formation, on a aussi, à la suite ou entremêlés, des moments de réseautage par discipline, où les professeurs d'une même discipline peuvent échanger sur leurs outils qu'ils ont mis en place, sur les écueils, les difficultés, les freins, les facilités, ce qui a marché. Parfois, ils inventent aussi des exercices eux-mêmes et donc les partagent. Donc, ces réseautages sont animés par les CSA, donc les conseillères qui sont dans le projet, et la formatrice. Et c'est vrai que je me permets de rebondir. Ces moments de réseautage, les professeurs qui participent au projet ACUBE disent vraiment que c'est une très grande richesse et que ça leur apporte beaucoup. Donc, ils ont une formation qui est suivie. Donc, on leur demande de tester des choses, puisque c'est vrai que lors de la formation, on leur fait vivre des activités qu'ils vont pouvoir reproduire dans leur classe, évidemment en les adaptant au public qu'ils ont face à eux. Et donc, les réseautages les forcent, entre guillemets, à vraiment se dire tant pis, je me lance, je teste, puisque je vais devoir rendre compte un petit peu de ce que j'ai fait. Et donc ça, c'est vrai qu'ils disent au départ, c'est une forme de pression, mais ils comprennent très vite que ça leur permet en fait de lâcher prise et de tester, de revenir en groupe disciplinaire, d'échanger, de voir que parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. En fait, c'est un temps de régulation. On fait exactement la même chose que dans le modèle de l'apprentissage autorégulé proposé par Mireille et sur lequel se base le projet ACUBE. Notre trajet de formation est basé aussi sur ces temps de régulation et le co-développement, les réseautages sont vraiment ce temps de régulation pour les enseignants. Et donc le projet ACUBE est destiné à quels enseignants en particulier ? Alors, au départ, on est parti sur les 3e et 4e années. Du secondaire, on va bien le préciser parce que parfois dans le... Oui, tout à fait. Plus les minutes passent parfois, et voilà, c'est bien de repréciser. C'est ça, donc du secondaire, toutes filières confondues. Plutôt, on s'est axé sur 4 disciplines, donc le français, les maths, les langues et les sciences. Maintenant, on a des professeurs qui viennent parfois du latin ou sciences humaines. Voilà, donc la formatrice et les conseillères s'adaptent au public. Et alors, comment ça fonctionne ? C'est pas la formation n'est pas ouverte tous azimuts et il y a 100 profs qui peuvent s'inscrire.
En fait, c'est toujours en lien avec les contrats d'objectifs des écoles. Et donc, on a une espèce de vue sur les écoles qui pourraient être intéressées par ce type de projet. Donc, les écoles peuvent prendre contact avec nous, donc les chargés de formation, ou parfois aussi via les conseillères en disant « Ouais, le projet ACU m'intéresse ». On les met dans un petit stock de candidats et puis ensuite on sélectionne 16 écoles, 2 professeurs par école, donc ça fait une cohorte de 32 profs. Et on va entamer ici en novembre la 6e cohorte du trajet. Donc le 15 janvier 2021, c'était la toute première séance d'information et c'était en plein Covid, donc on a fait toute la première cohorte en distanciel. Oui. Et ça a quand même bien fonctionné. C'était même un atout pour permettre aux profs après de travailler avec leurs élèves aussi à distance, puisque eux-mêmes l'avaient vécu. Donc voilà. Okay. Donc on avait parié sur le fait que ça marche et ça semble fonctionner. Ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Des écoles reviennent, donc c'est bon signe. Et elles n'ont pas encore écouté le podcast, certaines. Voilà. Et donc ici, vous avez cadré un peu à un certain degré d'enseignement, mais ça pourrait s'appliquer en primaire, à l'université, partout. Oui, en fait. Tout à fait. En fait, l'apprentissage autorégulé, c'est vraiment se dire, je fais un arrêt sur... Je dois apprendre quelque chose, je dois faire quelque chose, mener une tâche. Je m'arrête, je me dis comment je procède, j'observe, j'analyse un peu si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, et puis j'ajuste. Et donc c'est valable effectivement dès les primaires jusqu'à l'UNIF en fait, aux études supérieures. C'est ce que Mireille Jouard disait d'ailleurs en présentant son modèle, que ça pouvait aller des maternelles jusqu'à la formation d'adultes, que vraiment cet apprentissage autorégulé fonctionnait pour tous. Okay. Et donc justement, là, le projet, il a l'air de bien marcher en tout cas. Et c'est quoi les retours des enseignants, des directions par rapport à toutes ces formations ? Alors, il y a toute une série On peut commencer par les difficultés, parce qu'il ne faut pas croire que tout est rose. Ces formations-là, il y a quand même 6 demi-journées, plus les réseautages, donc ça prend du temps dans la vie d'un prof pour... préparer et puis installer ces pratiques, ces outils semi-finis vus en formation, pouvoir les pratiquer en classe, ça demande un certain temps. Ça, ce serait probablement le premier écueil. On est dans le tumulte de l'année scolaire et c'est pas toujours évident de le perturber. Au final, ils se disent que c'est du temps, ça a pris du temps pour être installé, mais au final, on gagne du temps. Les techniques que les élèves, les stratégies que les élèves mettent en place pour apprendre certaines choses ou pour arriver à retenir certaines choses fonctionnent dans d'autres disciplines. Et donc, c'est un outil. Et alors, une deuxième chose, et ça c'est vraiment marquant, c'est que les professeurs disent que leur posture a changé vis-à-vis des élèves. Ils ne sont pas uniquement transmetteurs, je suis le prof, je vous donne la tâche ou les actions à mener, mais ils s'installent plus à côté de l'élève et l'accompagnent en fait. Donc ils ont plus une posture de coach. De collaboration et de... C'est ça. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est le bénéfice qu'ils en retirent, mais qui est aussi en fait une difficulté au départ, où le fait de laisser plus de liberté, de responsabilité aux élèves n'est pas toujours évident de la part du prof. Donc au départ, c'est très déstabilisant. Et puis c'est vrai en journée de célébration, comme on l'appelle, c'est vraiment quelque chose qui ressort dans les témoignages des enseignants. Et est-ce que vous pouvez donner un exemple d'un atelier ou d'un outil pratique qui est mis en place, qui est donné aux professeurs pour un peu donner un exemple aux gens qui nous écoutent concrètement de comment ça se passe ? Et donc on parle de pratiques gagnantes, nous on va dire, en tout cas qui sont testées par les professeurs. J'en ai 2 en tête. J'en ai une pour la réactivation. Donc on est tous bien conscients qu'il faut faire le fameux rappel de début d'heure. Mais là l'idée c'est vraiment de le laisser aux mains des élèves. Donc c'est un petit outil qui s'appelle le dé de réactivation, donc un dé en mousse dans lequel il y a des pochettes plastifiées. On vient insérer donc des petits papiers avec des concepts clés vus au cours précédent. Et donc l'objectif c'est de lancer le dé à l'élève. L'élève découvre le concept, fait le rappel à toute la classe. S'il ne se souvient pas, eh bien l'équipe, la classe peut aider. On reformule.
Ok, le concept est clair, on passe à un deuxième concept et ainsi de suite. C'est un petit peu, c'est ludique, ça permet aussi surtout aux élèves de se rendre compte ce dont ils se souviennent, de créer une communauté, de se dire, voilà, on apprend ensemble, et au professeur, ça lui permet en fait de réguler, je vois que ce concept-là, ça fonctionne pas ou c'est pas bien installé, je vais devoir y revenir là maintenant. Ça, c'est pour une pratique de réactivation. Ou alors, ce qu'on met fort en avant, c'est pendant ce fameux traitement actif de la matière, qui est vraiment le cœur de l'apprentissage, de ce fameux modèle de l'apprentissage autorégulé, c'est vraiment de laisser la place aux élèves de créer les supports d'études, c'est-à-dire les fameuses synthèses, les éléments importants qu'on doit mémoriser, qu'on doit comprendre finement. C'est vrai qu'on a parfois tendance à le faire à la place de l'élève. Et pourtant, c'est là qu'il faut leur laisser la main. Parce qu'ils ont chacun leur manière de réfléchir et de voir ce qui marche pour eux ou pas. Exactement. Et dans l'idée de l'autonomie qui s'apprend, on va outiller les élèves. Donc, on va pas leur dire, allez, vas-y, maintenant, fais-moi ta synthèse. Nous, on va leur proposer un panel de synthèse, de supports d'études possibles, tels que le fer à cheval, les ovoïdes, ça peut être une ligne du temps, montrer qu'il n'y a pas juste le simple système linéaire qu'ils connaissent. Et donc, on va essayer de les outiller pour qu'ils puissent effectivement aller chercher voir ce qui leur correspond. Correspond. Voilà, il y en a plein d'autres, mais en tout cas. C'est sûr. C'est quoi plutôt les limites, on va dire, ou les critiques potentielles qu'on pourrait dire par rapport au projet à Cube ou par rapport à l'auto-apprentissage de manière générale? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, mais non, mais ça n'a pas tellement d'importance, ou j'ai pas le temps de faire ça en classe? Moi, je pense que par rapport à l'apprentissage autorégulé, il n'y a pas vraiment de limite ou de frein. Ouais. On utilise cette technique-là ou on ne l'utilise pas. Ouais. Après, si on ne l'utilise pas, tant pis. Pas de chance. Pas de chance. Mais les limites, par contre, du projet, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on invite 2 profs par école. Et l'objectif, c'est évidemment que cet apprentissage autorégulé puisse être une pratique... partage d'huile dans l'école quand ils retournent dans leur école. Exactement. Et les profs ne se sentent pas toujours légitimes pour donner des conseils à leurs collègues. Donc le fait d'être juste 2, c'est peut-être un frein. Mais c'est là aussi que les CSA interviennent. C'est que le trajet, donc, il est composé de modules de formation, de réseautage, mais il y a aussi la possibilité d'être accompagné ensuite en école. Et donc, les conseillères peuvent revenir. Je dis les conseillères parce que c'est plutôt une équipe féminine pour l'instant. Donc, reviennent en école et peuvent aider les professeurs qui ont suivi le projet à diffuser cette pratique-là auprès de leurs collègues. Parfois, on a réfléchi aussi cette année-ci avec la formatrice aussi à différentes pratiques pour permettre l'essaimage justement dans les écoles. Mais bon, c'est tout neuf et donc il faut, on verra comment ça sera concrétisé. Le temps que ça s'implante. Oui. Oui. Et pour les personnes qui sont intéressées, pour s'inscrire à des prochaines cohortes par rapport au projet à Cube, pardon. Elle a fait l'erreur. Elle l'a fait. Où est-ce qu'on peut trouver le projet Alors, normalement, il est disponible tout fraîchement sur le site de l'IFEC. Donc, on a un nouveau logiciel de formation et normalement, dans le catalogue IFEC, il se retrouve. L'adresse de contact, ce sera la mienne. Donc, sylvie.delbrook@cegec.be. Mais toute personne intéressée peut en parler à sa direction. Les directeurs peuvent en parler à leur chargé de formation ou à leur conseiller pédagogique et puis on relaye. Maintenant, s'il y a 100 candidats pour la cohorte 7, ça sera compliqué. Attendre la 8 et la 9. Voilà, c'est ça, exactement. Mais oui, on a envie que ça continue parce que c'est vraiment... Et tant mieux s'il y a 100 candidats. Ça fonctionne, tout à fait. Ouais, tant mieux. Et est-ce que vous avez des ressources à partager, des livres, des liens, des sites web voilà, si des gens veulent aller plus loin, sont super intéressés par le sujet? Il y a le livre que Mireille Houard a écrit justement qui s'appelle « Réussir sa première année » d'études supérieures. Mais quand on ouvre le livre et qu'on le parcourt, on voit qu'il y a toute une série de stratégies. Ça peut s'adapter, oui, exactement, pour le secondaire. Celui-là est quand même vraiment pas mal. Oui, moi je pourrais conseiller prendre en charge son apprentissage, donc l'apprentissage autorégulé à la lumière des contextes, donc de Sylvie Cartier et de Jean-Louis Berger. Donc c'est aux éditions L'Harmattan, pardon. Donc ça c'est vraiment aussi
une bonne base pour pouvoir prendre des informations sur l'apprentissage autorégulé. Ok, super, merci. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un point qu'on n'a pas abordé ou un élément que vous voulez ajouter ? Moi, je dirais l'envie donc on parle du projet ACUB, mais c'est une excellente collaboration entre différents services du CEGEC et l'envie de multiplier ce genre d'opérations c'est une opération porteuse. Exactement. C'est vraiment, voilà. je pense, on a trouvé une formule en tout cas qui convient aux enseignants. Tu as aussi parlé de Mireille Huard un peu plus tôt dans le podcast. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire par rapport à elle ? Donc Mireille nous a accompagnés à créer le projet avec nous a aidé à construire ce projet. Elle a travaillé c'est elle qui a été formatrice pour toute la première cohorte. Dans la deuxième cohorte, elle a travaillé pour le premier trimestre, enfin la première partie du projet, puisque le projet ACUB, c'est sur une année civile. Donc ça se répartit aussi sur 2 années scolaires. C'est aussi un point important à avoir en tête si on veut s'y inscrire, c'est que ça prend quand même ce temps-là. Lors de la deuxième cohorte, Mireille a formé, donc dans la première, elle avait formé toutes les conseillères pédagogiques, formé toute l'équipe. Et puis, dans la deuxième cohorte, elle a formé aussi, comme Mireille allait partir à la pension et vivre une autre vie. Donc, on voulait que le projet soit pérennisé et on a vu en la personne de Sophie Van Den Plas une formatrice de choix pour donner ce trajet-là. Et donc, elle a été formée par Mireille lors de la cohorte 2 et depuis, c'est elle qui forme les professeurs au projet. Oui, Sophie a pu apporter ce côté concret aussi, peut-être plus adapté au public cible du 2e degré. Donc, elle a apporté cette plus-value-là au projet. Okay. Donc, c'est important de la citer ici dans Tout le podcast. Oui. Et donc, le projet est entre de bonnes mains. Est entre de bonnes mains, oui. Ouais. Eh bien, super. Merci beaucoup, Pauline et Sylvie. C'était super de vous avoir dans ce podcast. On mettra toutes les ressources que vous avez citées dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez pas de nous suivre pour ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, donc CEGEC Enseignement Catholique sur Facebook et LinkedIn. Et sur Instagram, c'est l'heure de fourche. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Avant de nous séparer, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux en cherchant CEGEC Enseignement Catholique ou l'heure de fourche podcast sur Instagram. Partagez ce podcast et n'oubliez pas de laisser votre avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci pour votre écoute et à bientôt.